je vais commencer par étayer nos téléspectateurs et téléspectatrices et éclairer notamment sur certains aspects la fake news elle-même. La fake news, ce n'est pas un phénomène anodin, ce n'est pas un phénomène isolé. C'est d'abord une explosion mondiale, à l'échelle mondiale de la désinformation. Figurez-vous qu'entre 2019 et 2023, on a observé plus de 300% d'augmentation des opérations de manipulation de l'information documentée, encore une fois documentée, preuve à l'appui, et c'est l'Union européenne, le Service européen pour l'action extérieure, rapport FIMI qui le dit. Vous avez plus de 85%, je dis bien 85% des États membres de l'ONU qui, eux, déclarent quoi? Avoir été ciblés par des campagnes coordonnées de désinformation ces 5 dernières années. Donc vous voyez bien que c'est une tendance accrue et la guerre cognitive devient une guerre systémique et méthodique. Ça, c'est l'ONU et l'UNESCO qui le dit. Ensuite, je vais aller vers un autre aspect qui est plus la crise mondiale de confiance générée justement par cette guerre de fake news, qui est d'ailleurs finalement le terreau de la guerre cognitive. Donc vous avez 67%, je dis bien 67%, Nouhed, des citoyens dans le monde estiment qu'il est difficile aujourd'hui de distinguer une information vraie d'une fake news. Oui. Là, c'est aussi l'UNESCO Ipsos 2023 qui le dit. 56%, tenez-vous bien, 56% déclarent avoir déjà cru une information fausse avant de découvrir finalement qu'elle était manipulée. Tout à fait. Et là, ça devient formidable. Un citoyen sur 3 partage parfois une information sans en vérifier la teneur ni la source. Donc, la désinformation, finalement, ne vise pas l'intelligence elle-même, mais plutôt la vitesse de viralité, l'émotion, mais surtout aussi la surcharge cognitive comme but principal. Ensuite, je vais passer peut-être aussi à ce qu'on appelle le terrain numérique. C'est quoi? C'est toute guerre a besoin d'un terrain stratégique, terrain militaire. Or, il s'avère que la fake news, elle se nourrit de ce qu'on appelle la surface d'attaque, donc le terrain numérique. Et là, je vais revenir sur des audiences plutôt propres à l'Algérie pour comprendre je dirais le chantier colossal que c'est aujourd'hui de combattre justement cette guerre cognitive. Encore une fois, plus l'audience est large, plus l'attaque informationnelle a de surface d'attaque. Donc, on prend l'Algérie, internautes en Algérie. On dénombre à début 2025 plus de 36,2 millions d'Algériens détenteurs, connectés sur Internet. Donc vous avez un taux de pénétration de combien? Plus de 77% quasiment. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'identité utilisatrice des réseaux sociaux, c'est-à-dire confirmer des identités confirmées. En janvier 2025, vous avez plus de 25,6 millions, soit 54,2% de la population. Vous imaginez. En connexion mobile, donc via les téléphones, là, c'est 54,8 millions d'utilisateurs. C'est-à-dire vous avez plus de 116% de la population qui dépasse le nombre de la population algérienne. Sur une plateforme comme TikTok, par exemple, vous avez plus de 21,1 millions d'Algériens utilisateurs, plus de 18 ans, bien évidemment. Et vous avez également la plateforme d'échange messagerie Messenger, vous avez plus de 15,8 millions d'utilisateurs. Autant vous dire que la surface est colossale et le chantier est titanesque. Ensuite, on va aller plutôt s'attarder sur ce qu'on appelle les caractéristiques qui font qu'un État est plus ciblé que d'autres. Et là, on va regarder, c'est très intéressant parce qu'on va, dans un élan comparatif, voir avec l'Algérie. Vous avez donc les critères, donc vous avez le rôle régional sécuritaire. C'est un critère ou une caractéristique très élevée, notamment pour susciter des guerres cognitives et notamment des fake news envers des États. Il s'avère que là, l'Algérie, oui, on coche la case oui, puisqu'il y a plusieurs dossiers latents sur lesquels l'Algérie est une locomotive, notamment une force de proposition et de solutions pacifiques, notamment sur le continent africain et également à l'international, puisqu'elle a contribué au Conseil de sécurité activement, y compris pour la cause palestinienne. Vous avez aussi la centralité énergétique, très important dans l'équation. Elle est très élevée comme caractéristique, comme critère. Il s'avère que l'Algérie aussi coche la case, à savoir entre le gaz en tant que pays gazier, pays acteur fiable, notamment en matière d'approvisionnement et surtout en matière de souveraineté énergétique. Le poids diplomatique international n'est pas épargné également. Vous avez un critère élevé également. Là aussi, l'Algérie ne déroge pas à la règle puisque elle participe, que ce soit à l'échelle de l'Union africaine, que ce soit au Conseil de sécurité, que ce soit à l'ONU, que ce soit aussi dans la dynamique sud-sud, les pays non alignés. Donc autant vous dire qu'effectivement, elle dérange. Et puis vous avez la diaspora numérique
active, notre diaspora. Là aussi, c'est une probabilité très forte, puisqu'on a un soft power algérien très actif, avec une dynamique, avec une empreinte, notamment dans les pays respectifs dont il réside, et plus particulièrement en France. Vous avez aussi le narratif historique clivant. Là aussi, il est existant. Il s'avère que l'Algérie, nous avons parlé tout à l'heure, que ce soit au sein de l'Union africaine, que ce soit récemment avec le Forum de l'Afrique pour la mémoire, que ce soit avec Russie-Afrique, elle clame, encore une fois, une décolonisation des esprits, une décolonisation notamment de l'Afrique, mais surtout aussi une justice et une souveraineté de ce même continent. Donc, statistiquement, l'Algérie coche toutes les cases d'un État prioritaire pour la guerre cognitive. Et c'est pas encore fini, là ça devient très intéressant encore une fois. Vous avez un graphe que j'ai essayé de simplifier pour nos téléspectateurs. Vous avez ce qu'on appelle les narratifs hostiles. Narratifs hostiles, c'est une répartition statistique, notamment dans le cas de l'Algérie, avec des estimations selon par expérience justement de guerre cognitive et d'attaque de fake news envers l'Algérie. Là, ça devient très intéressant parce que si on regarde les proportions, vous avez plus de 32% d'objets ou objectifs de ces guerres cognitives vont directement comme cible vers la délégitimation des institutions. Nous l'avons vu récemment à travers les institutions militaires, notamment le ministère de la Défense et notre valeureuse armée nationale populaire. Et puis vous avez, en fait, en deuxième position, vous avez un objectif d'instabilité, de chaos, donc semer le chaos, semer le doute. Vous avez, je ne vais pas tous les citer, mais par ordre, vous avez après des attaques vers l'économie de l'Algérie, vers les pénuries, vers cette rareté du produit, rappelez-vous. Donc semer encore une fois le doute au sein du citoyen. Donc vous voyez bien que les attaques visent d'abord, et ça c'est très important, je le rappelle, à retourner le citoyen contre l'État et ses institutions. Tout à fait. Et c'est là où je veux en venir, c'est que les attaques visent d'abord l'État, ensuite le lien entre l'État et le citoyen. Rarement, ce sont des faits isolés. Au contraire, ils ont été avérés. Ensuite, on va passer à un autre graphe, rapidement. Là, vous avez en fait les institutions algériennes, statistiquement parlant, qui sont les plus ciblées. Ça ne vous a pas échappé, bien évidemment. C'est les institutions sécuritaires, la colonne vertébrale de tout État, notamment notre valeureuse armée, encore une fois. Et puis vous avez aussi l'exécutif, la présidence en deuxième position. Et puis vous avez la diplomatie, vous avez l'économie, les finances et autres. Donc tout aspect qui peut déstabiliser effectivement cette structure qui est l'Algérie. Donc sur l'ensemble de ces contenus, qu'est-ce qu'on apprend hostiles, bien évidemment, qui sont analysés. On regarde que la cible prioritaire n'est pas le gouvernement du jour, n'est pas l'actualité du jour. Elle est plutôt vers les piliers de la souveraineté d'un État. Et ça ne vous a pas échappé que l'institution sécuritaire, que la présidence, l'exécutif sont les premières cibles. On passe ensuite avec, bien évidemment, les fake news ont besoin de s'alimenter, ont besoin de se développer dans un espace adéquat. Donc là, on voit en fait effectivement les plateformes les plus utilisées contre l'Algérie. Là, encore une fois, ce n'est pas sorcier, ce n'est pas un secret pour personne. Nous avons Facebook, nous avons TikTok, WhatsApp, Telegram, on a ex-Twitter, donc X, et nous avons YouTube. Là aussi, il y a plusieurs gesticulations, plusieurs, je dirais, dynamiques, à savoir une structuration narrative longue, que ce soit sur Facebook. Vous avez des pseudo-analystes qui se donnent, comme pour ceux de CNews, de la géopolitique des desserts, mais pas que, et qui se donnent à cœur joie d'être justement d'avoir des plateformes et de la visibilité. Ensuite, on va aller peut-être passer vers l'origine géographique et l'écosystème, notamment de ces diffusions. Encore une fois, toujours le cas de l'Algérie qui nous intéresse. Vous avez de 65 à 75%, notamment des contenus hostiles à l'Algérie, émergent hors territoire national. Oui. Ce n'est pas un secret. Sauf que là où ça devient intéressant, c'est quoi? C'est que ces récits sont ensuite relocalisés à l'intérieur. Via quoi? Via des pages communautaires, via des comptes qui se revendiquent de la diaspora et via des influenceurs opportunistes qui voient plus leur porte-monnaie qu'effectivement un quelconque intérêt. D'ailleurs, on en a plein, les mercenaires et les traîtres par excellence. Donc, ce qu'on appelle, il y a un effet boomerang qui se produit, à savoir extérieur, diaspora, intérieur, et ça devient un débat national alors que c'est un débat factice qui n'existe pas. Ensuite, très rapidement, l'intensité temporelle. Elle est importante aussi comme clé de lecture pour mieux comprendre notamment ces guerres cognitives. Les campagnes hostiles contre l'Algérie présentent une forte corrélation
avec l'agenda souverain. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, une fake news n'arrive pas d'une manière inopinée ou d'une manière fortuite. Ouais. Elle est caractérisée, elle est aussi méthodique et elle choisit le bon timing. 60 à 80% de pics de désinformation observables lors, d'abord, des annonces politiques majeures, président de la République qui se déplace, le chef de gouvernement ou notamment le Conseil des ministres qui émane des mesures phares, notamment au profit du citoyen algérien, des visites officielles étrangères, notamment du président de la République. Vous avez des positions diplomatiques sur des dossiers sensibles, à savoir l'Afrique, le Sahel, la Méditerranée et l'énergie y compris. D'ailleurs, ces attaques envers l'Algérie se sont multipliées depuis l'arrivée du président Tebboune à la tête du pays. Tout à fait, parce qu'il est actif, parce qu'il est au plus près du citoyen algérien, il est au service de l'intérêt de l'Algérie. Et donc vous avez... Il dérange. Événements sécuritaires. Vous avez des événements sécuritaires, cela va de soi, donc régionaux, ça va le Sahel, les frontières, ce n'est pas un hasard. Donc, en d'autres termes, le timing est souvent bien choisi, ma chère Nouhed. Je reviens sur quelques KPI, quelques indicateurs rapidement. Vous avez aussi la propagation, donc la vélocité virale anormale qui nous permet effectivement de tout de suite identifier des fake news et des attaques en préparation. Vous avez des fake news à travers un pic de 30 à 90 minutes, elles deviennent virales. Vous avez des informations qui sont vérifiées, alors que des informations vérifiées, elles sont diffusées plus lentement de 3 à 12 heures. Donc ça vous donne le gap entre une fake news et une vraie information et sa vélocité virale qui, encore une fois, on a un gap très important. Vous avez aussi le taux de partage et de commentaires. Comme ça a été dit tout à l'heure, effectivement, en s'appuyant sur l'IA, ça permet effectivement de mieux commenter d'une manière automatisée via des bots, via cette IA, notamment au service de la désinformation. Vous avez là aussi un ratio de 3 à 5 fois supérieur à, par exemple, un contenu factuel ou normal. Et puis, vous avez la durée de vie. La durée de vie, Nouhed, la fake news émotionnelle, c'est de 24 à 72 heures. En revanche, ses conséquences, ils sont beaucoup plus désastreuses. Ces conséquences, c'est qu'un effet cognitif résiduel qui, lui, va durer plusieurs semaines. Donc, ce n'est pas une foule qui parle à travers ce slide, mais plutôt un réseau qui s'active contre l'Algérie. Et puis, vous avez un indicateur d'alerte précoce. Il est important, ça, c'est plus pour la pédagogie. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est aussi une responsabilité de tous. Je le dis, je le répète, ce n'est pas la question d'institution ou d'institution sécuritaire ou autre, c'est une question de manuel civique qui doit être justement digéré par tous nos concitoyens, à commencer par les enfants, pour mieux comprendre la dangerosité de ces fake news. Donc là, on a des alertes, notamment, qui nous permettent précocement d'identifier ces cas de figure, à savoir même récits diffusés simultanément en plusieurs langues, notamment en français, en arabe et parfois même en anglais. Vous avez des faux documents officiels, nous l'avons vu. Nous l'avons vu circuler des fois des faux documents officiels mais qui sont non sourcés. Vous avez des appels émotionnels. Souvent, vous avez, vous savez, le commentaire partagé avant suppression. Oui. Ça, c'est exactement la méthode ou le modus operandi de ces détenteurs de fake news. Et puis, vous avez des attaques coordonnées contre des institutions souveraines. Ça fait partie. Vous avez une amplification artificielle depuis l'étranger. Donc, quand vous avez plus ou moins 3 signaux, c'est que vous êtes probablement vous faites l'attaque de cette prochaine fake news. Et je finirai, je sais que je me suis attardé longuement, mais c'est très important, nous, de rappeler ça. C'est instructif surtout. Vous avez quelques indicateurs sur les comptes hostiles. Vous avez plus de 50% des comptes en moins de 6 mois. Les spécificités de ces comptes, justement, qui se donnent des attaques sur l'Algérie. Vous avez plus de 40% environ qui publient de manière quasi continue. Oui. Quasi continue. Vous avez 30% alternent entre le français, l'arabe et l'anglais sans cohérence aucune entre les 3 langues. Vous avez 20 à 35% sont liés à des réseaux coordonnés. Donc ce ne sont pas encore une fois des citoyens, c'est vraiment une dynamique automatisée contre l'Algérie. Et je finirai l'avant-dernier slide. On a quelques statistiques, notamment de Meta, avec le rapport CIB de 2021, juin 2021, où nous avons plus de 130 Facebook, 221 pages, 35 groupes, 29 comptes Instagram, ciblant principalement des audiences domestiques, donc nationales, qui ont ciblé l'Algérie, qui ont été supprimées. Ça, c'est Meta qui le dit. Et enfin, je conclus là-dessus, sans m'attarder davantage. Vous savez, l'impact, si on revient sur les impacts mesurables sur l'Algérie, ou en d'autres termes, l'objectif réel de ces attaques. Les effets observés ne visent pas forcément l'effondrement d'un État ou l'effondrement
des institutions, mais plutôt l'érosion temporaire de la confiance. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire, on ne croit plus en notre État, on ne croit plus, au fait, justement, aux annonces de notre État. La fatigue civique, c'est quoi? C'est on ne croit plus rien. C'est-à-dire, à partir du moment où on se dit qu'il y a des fake news partout, donc y compris la vraie information, on ne la croit plus. Vous avez le détournement de l'agenda public, c'est-à-dire on va détourner par des manœuvres dilatoires, au lieu de s'attarder sur des vrais sujets, on va aller vers des sujets mineurs et noyer l'information dans la petite information. Et puis vous avez le coût institutionnel, puisque cela, ça a un coût, à savoir le coût de la réaction, le coût de démenti, la gestion de crise et autres. Et enfin, vous avez le brouillage de l'image à l'international à court terme. Et c'est exactement ce qui est voulu, à avoir altéré l'image de l'Algérie, sa diplomatie, mais surtout aussi son projet pour l'intérêt commun. Donc, l'attaque, je dirais, et je conclurai là-dessus, l'attaque cherche à immobiliser l'État par saturation informationnelle, par le renverser.